numéro 2 avec Michel Dufaux, donc une série d'entrevues suite à la sortie de son ouvrage L'émergence d'un nouveau monde. Bonjour Michel. Bonjour Héloïse. On y va pour la deuxième émission. Et voilà, c'est parti. Donc dans la première, on avait un peu présenté tout ton travail par rapport au nouveau monde et aussi à l'histoire spirituelle de l'humanité. Et voilà, et un petit peu que signifiait le nouveau monde pour toi. Et là, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que c'est un thème qui me semble vraiment essentiel, en fait, pour l'émergence d'une nouvelle civilisation et les fondements d'une civilisation. C'est celui de la nature et de notre lien avec la nature. On le retrouve tout au long de ton livre. Et puis, je pense que même globalement, aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent autre chose, qui aspirent à un autre monde, sentent bien que ça passe par le lien à la nature. Alors des fois, c'est réduit à l'écologie, mais du coup, ça peut être aussi plus vaste et la vision spirituelle de la nature ou en tout cas énergétique, la vie en fait. Tu démarres ton livre justement par l'origine, de cette impulsion, puisque tu dis que c'est une impulsion, ce nouveau monde. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus? Eh bien, voilà, c'est que l'époque du Christ, c'est un peu on pourrait dire, le Christ est situé au centre de toute l'histoire de l'humanité. Alors, il y a deux parties. Donc, il y a la partie de Jésus et la partie du Christ. La partie de Jésus, lorsqu'il est né au monde, Jésus, eh bien, c'était, on l'a vu, les, euh, les années, lorsqu'on parle des années avant la naissance de Jésus, on est à l'an moins 500, l'an 200, moins 200, l'an 100, et on est arrivé à l'an. Eh bien, c'est que le monde spirituel, il était relié à l'être humain. À partir du 13e siècle, le monde spirituel se retire complètement et donc l'être humain n'a plus cette relation-là avec le monde spirituel. Et là, il va vivre une période qui va durer un certain temps, jusqu'à l'arrivée du 20e siècle, où cette fois-là, l'être humain a cette chance de pouvoir se rebrancher au monde spirituel, mais en faisant lui-même cette démarche-là. Ce n'est plus le monde spirituel qui vient se connecter à l'être humain, mais c'est à l'être humain de faire l'effort pour aller se connecter au monde spirituel. Donc, c'est important parce que à partir du moment que les gens comprennent ce principe-là de se relier au monde spirituel, c'est le même principe pour la nature. Donc, à partir du moment qu'on le sait que la nature existe, c'est tout l'aspect spirituel qu'il y a derrière la nature. Donc, c'est à nous de justement de faire cet effort-là, de faire des démarches par la méditation ou peu importe, pour essayer de se relier à la nature, à Gaïa la Terre, essayer de comprendre ce qui se passe. Tantôt, j'expliquais que Gaïa la Terre, son taux vibratoire augmente de plus en plus et Dame Nature. Et alors que ici, c'est ce qui se passe, cette civilisation-là de l'ancien monde profond, de l'état profond, le taux vibratoire ne monte pas du tout, il est toujours égal, il va descendre avec le temps. Donc, nous, notre taux vibratoire, on doit l'ajuster justement pour qu'il s'élève et aller rejoindre celui de Gaïa la Terre et de Dame Nature. Et c'est dans la nature qu'on retrouve notre vraie nature. Donc, s'il y a quelque chose de naturel de faire ça, de se brancher à Gaïa la Terre et Dame Nature. Alors que les gens, si ils ne font pas cette démarche-là pour aller vers un nouveau monde, eh bien, ils vont rester avec un taux vibratoire qui va descendre de plus en plus et qui vont s'éloigner de de la nature de Gaïa la Terre. C'est sûr que l'élément de base, c'est l'être vraiment important, c'est Gaïa la Terre, qui est un être macrocosmique qui est important, et aussi Dame Nature. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est cette relation-là avec autant le monde spirituel que Gaïa la Terre, que Dame Nature. C'est toute cette dimension-là qui représente le nouveau monde. Parce que le nouveau monde, vous savez, un des éléments de base du nouveau monde, c'est la spiritualité. Le nouveau monde est un monde spirituel. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Je vous disais tantôt qu'à l'époque du Christ, la terre devenait de plus en plus dense. C'était tellement violent qu'il y a même eu des génocides de peuples complets. Donc, ces gens-là quittent la vieille Europe. Ils arrivent ici, en Nouvelle-France, où là, ils découvrent un monde complètement, mais complètement différent. Ils arrivent dans une nature qui est abondante, qui est vivante. Donc, cette nature-là, ils n'ont jamais vu ça. On disait que la nature ici, elle était tellement vivante, tellement spéciale, qu'elle avait deux étages. Donc, imaginons qu'on est dans la forêt, on voit cette forêt-là, qui est une forêt avec les arbres qu'on a l'habitude de voir en Europe, et il y a des arbres qui dépassent et qui forment un deuxième étage, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut.
Donc, quand on regarde la forêt, on le voit déjà, il y a quelque chose de super élevant et l'énergie, elle est puissante. L'énergie de l'Amérique est déjà, il y a une énergie qui est puissante, qui est différente, qui est une énergie beaucoup plus matérialiste, qui est une énergie de liberté qui est excessivement forte. C'est pour ça que les États-Unis étaient souvent associés à un pays de liberté. Donc, ici, on revient à la Nouvelle-France. Les gens, lorsqu'ils arrivent ici, ils découvrent cette nature-là et ils découvrent des êtres humains qui vivent dedans, que ce sont les Autochtones, les Amérindiens. Et eux, ils ont une relation directe avec la nature. Ce n'est pas une relation matérialiste avec la science matérialiste. Eux, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ressentent. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui n'ont l'intellect qui réfléchit, et c'est les gens, c'est les choses qu'ils ressentent, et c'est au niveau de la pensée qu'ils peuvent le voir. Souvent on pense que les Autochtones avaient une science un peu élémentaire, mais non, ils avaient cette science-là de la nature, de comprendre les petits êtres de la nature. Ils avaient, ils avaient un ressenti par rapport à la nature qui se situait à deux niveaux. Le premier, au niveau horizontal. Ce sont tous les petits êtres de la nature. On le voit, ils communiquent avec les arbres, avec les animaux. Donc, c'est ce contact-là qu'ils avaient avec... et derrière les arbres, derrière les animaux, eh bien, il y a toute la dimension spirituelle, ce sont les petits êtres de la nature. Donc, ils avaient, on pourrait dire, c'est ce contact-là avec la nature qui est un contact horizontal. Ils en avaient un deuxième qui, lui, était plus vertical. C'est tout l'aspect où là, ils voyaient qu'il y avait des grands êtres de l'univers. Les petits êtres de la nature et les grands êtres de l'univers. C'est tout le monde du grand Manitou. Donc, eux, ils savaient qu'il y avait un être supérieur, un grand Manitou qu'ils l'appelaient, et ils avaient aussi ce contact-là avec. Donc, les Franco-Québécois qui arrivent ici de France et qui découvrent tout ça, ces gens-là, avec une spiritualité incroyable, ils sont dans la nature, ils prêchent par l'exemple. Alors, lorsqu'ils arrivent ici, leur cœur s'ouvre comme c'est pas possible. Ils découvrent quelque chose de super merveilleux. Ils découvrent la nature et des gens qui aiment la nature et qui la respectent. Tout fonctionne bien ensemble. Donc, ils sentent qu'il y a quelque chose, une harmonie, là, comme rarement ils ont vu. Alors, ils vont commencer à prendre contact avec les Autochtones des Amérindiens. C'est important de comprendre que ce qui s'est passé ici avec les gens qui sont arrivés ici en Nouvelle-France, ils ont, ils ont ressenti cet amour-là autant pour la nature que pour les Amérindiens qui vivaient dans la nature. Si on regarde, par exemple, en Nouvelle-Angleterre, les Anglo-Saxons, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils voulaient la liberté de religion. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ce territoire-là, il est à nous. Ils ont complètement massacré les Amérindiens, ils les ont chassés, ils en ont fait des esclaves. En Nouvelle-Espagne, c'était la même chose. Ils sont arrivés ici, ils voulaient avoir tout l'or, ils ont tout massacré. Donc, toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est un peu ça qui a été vécu. On a massacré les Amérindiens. Ils se sont ouverts à ça. Et c'est là qu'est arrivé le phénomène des coureurs des bois. C'est des gens qui allaient dans la nature, qui vivaient avec eux, qui mariaient des Amérindiennes. Donc, il y avait vraiment cet amour-là. Il y a eu, contrairement aux autres colonisations, justement là, ça n'a pas été une colonisation telle qu'on les connaît dans les livres d'histoire et celles qui nous sont, enfin, qui ont été les plus courantes, on va dire, qui passaient par enfin, l'écrasement des peuples autochtones. Là, il y a eu un métissage culturel qui s'est fait justement par le mode de vie très particulier des autochtones et en lien avec la nature. Et donc, les coureurs des bois, ce sont des Français, c'est ça, qui ont émigré au Québec. En Nouvelle-France, l'industrie qui était la plus importante, c'était l'industrie de la fourrure. Pourquoi? Parce qu'en France, euh, la mode est devenue la mode des manteaux de fourrure, des chapeaux de fourrure. Et la Scandinavie ne pouvait plus fournir toute la fourrure qui était nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? C'est qu'ils savaient qu'en Amérique, parce que 75 ans avant, il y a Jacques Cartier qui était venu en Amérique, il avait vu ce qui se passait. Donc, ils savaient qu'il y avait beaucoup de fourrure ici, donc ils sont venus ici en 1600, justement, avec cette intention-là de développer l'industrie de la fourrure. Donc, la fourrure, il faut aller dans la nature où ce qui sont les animaux pour les trapper, donc les attraper, aller chercher la fourrure. Donc, pour ça, les coureurs des bois, on les appelait comme ça parce ils n'avaient pas de chevaux, ils n'avaient rien. Ils faisaient tout à pied. Donc, ils se déplaçaient, on peut imaginer des milliers de kilomètres à pied, dans une forêt dense, avec des animaux sauvages. Donc, c'était des gens qui avaient un courage incroyable.
Ils étaient tellement courageux, tellement forts, ils avaient leur sac à dos, donc un énorme sac à dos. Il fallait qu'ils se promènent avec un canot parce que c'était plein, plein, plein de rivières, hein. Ici, c'est le royaume de l'eau, des rivières et des lacs. Donc, ils avaient besoin de se promener avec ce canot-là pour pouvoir euh, traverser des lacs ou peu importe. Donc, c'était excessivement pesant. Tellement que les Autochtones, les Amérindiens n'en revenaient pas de la force et l'endurance qu'avaient ces gens-là. Ils disaient, nous, on n'a pas cette endurance-là. Par contre, ce qu'ils disaient, les Amérindiens, qui est assez drôle, c'est, on n'a peut-être pas cette endurance-là, sauf qu'on a une endurance qui, elle, avec l'âge, on conserve tout le temps. Alors que les Blancs, à partir d'un certain âge, il y a quelque chose qui se met à diminuer, alors que nous, on garde toujours cette forme physique-là. Donc, c'est quand même assez drôle de voir ça. Il y a tout aussi l'aspect de... On a un côté de la nature qui est là, on a tout l'aspect de la spiritualité. On a les femmes, par exemple, lorsqu'elles arrivaient ici, mais les hommes, c'est la même chose. Ils étaient tellement opprimés en Europe que cette ouverture-là qu'ils avaient ici, c'était quelque chose qui était formidable pour eux. Donc, ils s'ouvraient vraiment toutes les possibilités qui s'offraient à la Nouvelle-France. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on parle que 20 de gens qui sont injectés et 80 qui sont non injectés, 80 et le 20 c'est peut-être ceux qui sont les gens qui sont peut-être plus portés vers le Nouveau Monde. Eh bien, en Nouvelle-France, c'est l'inverse. En Nouvelle-France, 80 de la population était ouverte à la spiritualité, au métissage, aux Amérindiens, à la nature. Ils ouvraient leur cœur grand comme ça pour le Nouveau Monde. Alors qu'il y avait un 20 de gens qui étaient les gens à la tête des élites. Eux, ils voulaient conserver comme c'était en France. Ils voulaient conserver le pouvoir sur le peuple en Nouvelle-France. Eh bien, ces gens-là, ils n'arrivaient pas vraiment. Ils ne pouvaient pas. Les coureurs des bois partaient, s'en allaient dans la forêt. Ils s'en foutaient complètement de l'autorité. C'était complètement d'autre chose. Ils vivaient la liberté qu'avaient les Amérindiens. Parce que les Amérindiens n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas de chef amérindien. Donc, c'est-à-dire, ils ont un chef amérindien, mais ce chef amérindien-là, il est choisi d'une façon naturelle. Ils se consultent entre eux autres. Ils disent, hey, toi, là, tu es bon pour être un bon leader. Donc, tu vas faire ton métier de leader. Parce que lui, il devient leader, il devient le chef, parce qu'il a la qualité qu'il faut. Et toi, ils disent, toi, tu es bon, tu es vraiment bon, là, tu vas être le chaman, tu es capable de contacter les petits êtres de la nature et il devient automatiquement le chaman. Donc, c'était cette façon-là. On avait vraiment, ils ont intégré en eux, en Nouvelle-France, une société d'un nouveau monde. Et c'est ça qui est formidable. Et pour faire un lien et revenir justement sur ce thème de la nature et du nouveau monde, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut collaborer ou revenir à ce lien fort et vivant avec la nature, certainement d'une manière nouvelle puisque des siècles sont passés. Mais justement, quelles seraient pour toi justement les marches ou les clés pour cette émergence d'un nouveau monde avec la nature? Là, il s'est passé quelque chose de particulier au 13e siècle au niveau de toute l'humanité. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au 13e siècle, euh, disons, en Europe, on va faire la différence entre l'Europe et l'Amérique. En Europe, ce qui s'est produit, c'est qu'à partir du 13e siècle, les gens ils étaient inspirés par le monde spirituel. Donc, c'est pour ça que souvent, on voit, par exemple, dans les anciens documents où les gens parlent aux dieux. On voit ça à l'époque, par exemple, de la Grèce antique. Ils parlent aux dieux, etc. Les dieux sont partout lorsqu'ils parlent historiquement, que ce soit, par exemple, dans les pièces de théâtre ou dans comme l'Odyssée, par exemple. Eh bien, c'est que le monde spirituel, il était relié à l'être humain. À partir du 13e siècle, le monde spirituel se retire complètement et donc l'être humain n'a plus cette relation-là avec le monde spirituel. Et là, il va vivre une période qui va durer un certain temps, jusqu'à l'arrivée du 20e siècle, où cette fois-là, l'être humain a cette chance de pouvoir se rebrancher au monde spirituel, mais en faisant lui-même cette démarche-là. Ce n'est plus le monde spirituel qui vient se connecter à l'être humain, mais c'est à l'être humain de faire l'effort pour aller se connecter au monde spirituel. Donc, c'est important parce que à partir du moment que les gens comprennent ce principe-là de se relier au monde spirituel, c'est le même principe pour la nature. Donc, à partir du moment qu'on le sait que la nature existe, c'est tout l'aspect spirituel qu'il y a derrière la nature. Donc, c'est à nous justement de faire cet effort-là, de faire des démarches par la méditation ou peu importe,
faut essayer de se relier à la nature, à Gaïa la Terre. Essayer de comprendre ce qui se passe. Tantôt, j'expliquais que Gaïa la Terre, son taux vibratoire augmente de plus en plus et Dame Nature. Et alors que ici, c'est ce qui se passe, cette civilisation-là de l'ancien monde profond, de l'état profond, le taux vibratoire ne monte pas du tout, il est toujours égal, il va descendre avec le temps. Donc, nous, notre taux vibratoire, on doit l'ajuster justement pour qu'il s'élève et aller rejoindre celui de Gaïa la Terre et de Dame Nature. Et c'est dans la nature qu'on retrouve notre vraie nature. Donc, s'il y a quelque chose de naturel de faire ça, de se brancher à Gaïa la Terre et Dame Nature. Alors que les gens, si ils ne font pas cette démarche-là pour aller vers un nouveau monde, eh bien, ils vont rester avec un taux vibratoire qui va descendre de plus en plus et qui vont s'éloigner de, de la nature de Gaïa la Terre. C'est sûr que l'élément de base, c'est l'être vraiment important, c'est Gaïa la Terre, qui est un être macrocosmique qui est important, et aussi Dame Nature. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est cette relation-là avec autant le monde spirituel que Gaïa la Terre, que Dame Nature. C'est toute cette dimension-là qui représente le nouveau monde. Parce que le nouveau monde, vous savez, un des éléments de base du nouveau monde, c'est la spiritualité. Le nouveau monde est un monde spirituel. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Je vous disais tantôt qu'à l'époque du Christ, la Terre devenait de plus en plus dense. Eh bien, aujourd'hui, elle se dédensifie encore de plus en plus. Et en se dédensifiant, elle monte vers justement ce qui s'en vient, le nouveau monde, et vers ce monde spirituel-là. On est parti, on est né du monde spirituel et on y retourne aujourd'hui. Et c'est ce que Gaïa la Terre fait. Gaïa la Terre, elle veut y aller, elle, vers ce monde spirituel-là, vers le nouveau monde. Alors, c'est à nous de dire, ben, on va se connecter à Gaïa la Terre et à Dame Nature et on va y aller dans ce nouveau monde-là. Donc, c'est un peu cette image-là, si je pourrais dire, de l'importance aujourd'hui de se connecter autant aux petits êtres de la nature et on a aujourd'hui aussi la possibilité, à partir du moment qu'on décide de méditer, de s'entrer à l'intérieur de nous. Autrefois, c'était difficile à faire. Aujourd'hui, on peut le faire de plus en plus. C'est une technique, c'est une façon de le faire qu'on peut développer à l'intérieur de nous qui nous permet de rentrer justement de plus en plus en contact. On n'est pas obligé de les voir parce que ça, c'est quand même un peu difficile, mais au moins de les ressentir alentour de nous et de ressentir cet appel-là vers le haut aussi, vers les grands êtres de l'univers, si on pourrait dire. Mmh. Oui, bah, ça me paraît important ce que tu dis, et puis aussi plein de bon sens parce que quand on observe justement, la civilisation actuelle qui quand même, bah, est vraiment, destructrice au niveau de la nature, là, on peut plus ne pas le voir. Il faudrait vraiment être, aveugle. Bah, c'est aussi cet excès de matérialisme. On peut dire c'est l'empreinte carbone et cetera, mais ça reste extérieur et presque anecdotique. Mais c'est ce côté, matérialisme à outrance, à l'extrême et toujours aller plus à l'extérieur, toujours aller plus dans la société des objets, de consommation et cetera et c'est un retour un peu de ce que j'entends, c'est un retour à un équilibre, à être équilibré en tant qu'être humain et à équilibrer justement, cet aspect matériel. C'est pas de le rejeter parce que ça a du sens aussi, c'est aussi important et primordial. Mais du coup, c'est de rééquilibrer avec la part spirituelle qui est pas du tout, je dirais, chouchoutée dans notre éducation de base, que ce soit à l'école. C'est rare d'avoir des parents, aussi qui ont ça, puisque eux-mêmes ont été éduqués dans une société, purement matérialiste ou presque. Donc du coup, c'est à rechérir, à retrouver et à cultiver pour avoir un équilibre entre, matériel et puis intérieur, pour justement, que ça soit constructeur et vertueux et non pas, destructeur et puis un cercle vicieux, qui est celui un peu de ce que tu décris quand tu parles de l'ancien monde et du système, qui lui justement, détruit vraiment les forces de vie et la nature. Oui, tu sais, tantôt, je parlais du 13e siècle, il y a eu un changement. Avant, on avait une vision spirituelle qui était très forte. Après ça, on est tombé dans une vision matérielle, le matérialisme, et on est allé dans le matérialisme jusqu'à outrance. Et aujourd'hui, cette vision-là, maintenant, ce qui est nécessaire, c'est la vision universelle. La vision universelle, c'est l'équilibre entre la vision matérielle et la vision spirituelle. À partir du moment qu'on réussit vraiment à créer cet équilibre-là, ça devient la vision universelle. Dans la vision spirituelle,
eh bien, c'est toute la part, justement, de cette nature-là. La nature qui est vivante, justement. Donc, si on veut avoir la vision universelle aujourd'hui, eh bien, il faut aller dans le côté matériel, mais un côté matériel qui est quand même un côté équilibré avec l'aspect spirituel. Pour ne pas tomber dans le matériel destructeur, donc en se faisant aider justement par l'aspect spirituel. C'est comme un équilibriste qui marche sur le fil. Il faut qu'il y ait les deux pour que ça soit bien équilibré. Donc, c'est cet aspect-là qu'on doit apporter. Et aujourd'hui, dans la société, l'aspect matériel, l'aspect matérialiste, il n'y a pas de problème, on le connaît beaucoup. Mais l'aspect spirituel, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ça a toujours été comme un peu comme effacé. Et donc, c'est cet aspect-là qu'on doit découvrir de plus en plus et qui est important justement pour en arriver à la vision universelle. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est ça qui représente aussi le futur. Merci, là, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce deuxième épisode sur la nature, cette recherche d'équilibre. Oui. Et je vous invite à nous retrouver pour un troisième épisode qui parlera l'art de la paix, parce que je pense que ça peut être très, très riche de se souvenir de cet art pour notre futur. Je te remercie vraiment, Héloïse, pour ton entrevue et ton intérêt pour le Québec, pour aussi le Nouveau Monde et pour tout. Je te remercie. Merci à toi, Michel. À tout bientôt. Au revoir.